Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos, et avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mieux comprendre les comportements de l'être humain, et surtout réfléchir à notre éthique de vie, pour que nous puissions passer de l'ère de l'Homo economicus à celle de l'Homo ethicus. Et oui, rien que ça. Et si vous voulez mieux comprendre l'objectif de ce podcast, je vous encourage d'écouter l'épisode 0 dans lequel je vous présentais les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. Et pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous inscrire au podcast sur iTunes ou sur votre plateforme préférée et à laisser vos commentaires et avis. Dans l'épisode précédent de ce podcast, j'avais commencé à parler de la pertinence de l'utilisation de la non-violence dans les mouvements citoyens, à la lumière du livre de Peter Gelderloos, Comment la non-violence protège l'État. J'ai rappelé comment les mouvements sociaux actuels, à l'exception des Gilets jaunes, privilégient la non-violence et comment ils ont en fait très peu d'impact sur les politiques publiques, que ce soit le mouvement climat, pour la justice fiscale, contre le glyphosate ou d'autres. J'avais aussi rappelé la réalité de la violence du système et des politiques libérales, et notamment le chiffre de 10 à 14 000 morts par an à cause du chômage, chiffre sans commune mesure bien sûr avec les dégradations sur les Champs-Élysées. Avec l'auteur, nous avions vu que les mouvements non violents considérés comme des succès, notamment l'indépendance de l'Inde et le mouvement des droits civiques des Noirs américains, portés par les figures respectives de Gandhi et de Martin Luther King, et bien en fait ces mouvements peuvent difficilement être considérés comme des succès et surtout ils n'étaient en aucun cas uniquement non violents puisque des acteurs qui utilisaient la violence comme acte de militants étaient aussi impliqués. Dans ce second épisode, je vais commencer par quelques critiques sur le livre de Gelderloos puisque en effet il y en a quand même à faire, puis je reviendrai sur la description des différentes techniques non violentes et en quoi elles sont inefficaces ou pas assez efficaces pour changer le système, avant de conclure sur la question de la violence de manière générale. Dans cette discussion, il est fondamental de garder à l'esprit que nous sommes dans un contexte qui ne peut se permettre de demi-mesure, et notamment du point de vue démocratique, social, et surtout de la crise climatique et écologique. Cela fait 40 ans ou plus que les scientifiques disent qu'il est urgent d'agir, et rien n'a réellement été fait. Donc nous devons partir du constat qu'il faut des changements radicaux et qu'ils doivent avoir lieu le plus tôt possible. Alors commençons par quelques critiques sur le livre de Gelderloos. Il accuse les pacifistes d'être racistes, paternalistes et dans une logique de domination patriarcale. Alors je trouve cette accusation assez injuste. En fait, les pacifistes le sont probablement tout autant que l'ensemble de la société qui est elle-même patriarcale, c'est-à-dire que les femmes ont moins de pouvoir que les hommes, en partie racistes et surtout paternalistes à cause des structures de domination verticale. L'auteur donne des exemples pour prouver son argumentation, mais il est probable qu'on pourrait trouver le même type d'exemple dans des groupes d'activistes qui ne rejettent pas l'utilisation de la violence. Donc ces accusations me paraissent un peu faciles. Ce qui est par contre correct, c'est que les mouvements non violents sont moins révolutionnaires, et donc ils ne cherchent pas à remettre en cause en profondeur le système, qui est lui, comme on disait, patriarcal, paternaliste et en partie raciste. D'autre part, si sa critique des techniques non violentes semble valide, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été efficaces lorsqu'il s'agit d'exiger un changement radical de société, il ne prouve pas que les techniques violentes sont plus efficaces pour cela. Les luttes violentes qu'il présente comme des victoires sont en fait localisées, c'est-à-dire que ce sont des combats pour des causes très précises, mais ce n'est pas au niveau du système. Un bon exemple, c'est Notre-Dame-des-Landes, une lutte localisée qui n'aurait probablement pas pu tenir sans employer de techniques de défense violente contre les gendarmes qui ont voulu délocaliser les zadistes. Donc la violence a probablement été décisive, mais c'est un combat local, ce n'est pas un changement de système, même si peut-être qu'il y contribuera. Donc l'efficacité des techniques utilisant la violence mériterait aussi d'être débattue. De plus, étant anarchiste, l'auteur souhaite la chute de l'État et du système de domination dans son ensemble. Donc il est évident que pour cet objectif, les approches violentes semblent indispensables. Cependant, on peut se demander si la chute de l'État n'est pas un doux rêve, une illusion irréalisable, et alors on pourrait lui rétorquer la naïveté de son objectif. Il critique aussi les techniques non violentes car elles ont besoin d'avoir une masse critique, c'est-à-dire un nombre élevé de personnes pour avoir un impact. Cependant, ces critiques peuvent aussi s'appliquer à des stratégies qui utilisent la violence. Il faut aussi avoir une certaine masse critique, car sinon l'impact sera nul, et il faut aussi que ça dure dans le temps, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines.
Et en fait, c'est pour cela peut-être que le mouvement des Gilets jaunes a plus d'impact au niveau politique, c'est parce qu'il dure plus longtemps et parce qu'il y a encore de très nombreux manifestants tous les samedis. Donc le problème de la masse critique s'applique aussi aux deux approches, qu'elles soient pacifistes ou non pacifistes. Certes, des actions violentes localisées peuvent avoir un impact conséquent, mais pour renverser le système, il faut l'approbation d'un grand nombre, sinon le changement n'arrivera jamais. D'autre part, il est quand même très bloqué sur une logique de révolte armée. À la dernière page, il écrit « À cause de la nature de l'État, toute lutte pour la libération se transformera assez probablement en une lutte armée. Je ne dirais pas que la lutte armée est une nécessité idéologique, dit l'auteur, mais elle devient pour de nombreuses personnes de nombreux endroits différents une nécessité pour renverser ou pour simplement se défendre contre l'État. Il serait merveilleux que les gens n'aient pas à passer par un processus de lutte armée pour se libérer. » Fin de la citation. Alors parler de lutte armée ou d'utilisation d'explosifs, comme il le fait dans d'autres passages, sont des approches tout de même assez extrêmes. Or, le passé montre que cela n'a jamais donné de bons résultats. Donc, s'il ne faut pas critiquer tout de suite les approches violentes, cela ne veut pas dire non plus qu'il faut passer par une approche de lutte armée ou d'utilisation d'explosifs. Voilà, après ces quelques critiques nécessaires, revenons sur la présentation très intéressante que l'auteur donne des différentes techniques non violentes. L'auteur écrit « Les 4 principales stratégies pacifistes sont le plan moral, l'approche lobbyiste, la création d'alternatives et la désobéissance généralisée. Le plan moral vise à créer le changement en travaillant sur l'opinion des gens, c'est-à-dire par le partage d'informations, l'éducation des masses ou l'occupation du terrain moral. Donc le partage d'informations ou l'éducation pour modifier l'opinion des personnes est une stratégie commune employée par la majorité des acteurs. C'est une stratégie nécessaire, mais loin d'être suffisante. Notamment parce que, comme l'écrit l'auteur, la première barrière est le contrôle par l'élite d'un système de propagande hautement développé, capable de décimer tout système de propagande opposé. Fin de la citation. C'est-à-dire que l'opposition n'aura jamais autant de pouvoir d'information et de partage d'idées que le pouvoir dominant. Le traitement médiatique des Gilets jaunes est un très bon exemple, avec les chaînes d'infos en continu qui sont ouvertement négatives contre les revendications des Gilets jaunes. L'auteur d'ailleurs illustre cela avec une phrase extraite du livre Propaganda de Edward Bernays, qui est considéré comme un des fondateurs de la propagande et de la publicité, et donc plutôt quelqu'un du côté capitaliste. Et Bernays écrit « La manipulation consciente et intelligente des habitus organisés et des opinions des masses est un élément important des sociétés démocratiques. Ceux qui manipulent ce mécanisme occulte de la société constituent un gouvernement invisible qui est le vrai pouvoir en place dans notre pays. » Fin de la citation. Autrement dit, ceux qui sont capables de manipuler l'opinion des masses ont le vrai pouvoir. Et qui a ce pouvoir ? Ce sont les médias dominants. Détenus par qui ? Par des oligarques. Et pour cela, je vous renvoie à mes épisodes sur le livre de Juan Branco, Crépuscule, qui montre très bien le lien entre les différents oligarques et les médias. Au sujet des médias alternatifs, qui sont peut-être une des solutions, Gelderloos, l'auteur, écrit « Il est assez clair que même si les médias alternatifs peuvent être un outil efficace dans certaines circonstances, ils ne peuvent rivaliser avec les médias corporatifs, en premier lieu du fait d'une grosse inégalité en termes d'échelle. » Fin de la citation. En effet, les médias alternatifs sont des niches, mais ils sont pourtant nécessaires, surtout dans notre époque où il est possible de partager de l'information, comme je le fais moi-même par exemple avec ce podcast, mais comme le font d'autres chaînes YouTube ou d'autres podcasts. Cependant, il rappelle aussi que l'information a très peu de pouvoir de persuasion pour passer à l'acte. Pour cela, il faut réussir à changer les comportements pour que les gens puissent passer à l'acte. Je vous renvoie à l'épisode que j'ai consacré à Simon Sinek et à la différence qu'il faisait entre le néocortex qui processe l'information, qui peut capter l'information, et le cerveau limbique par contre qui lui est le centre des prises de décision mais qui n'a pas de capacité linguistique. Donc on voit qu'il y a une différence entre la capacité à comprendre l'information et le centre de prise de décision. Cependant, même s'il faut admettre l'impact limité des médias alternatifs, cela peut permettre de donner des outils de réflexion, des armes pour la critique dans ce combat, dans cette guerre de l'information. La seconde stratégie non violente, c'est le lobbying. Et la plupart des principales ONG font du lobbying en essayant d'influencer les parlementaires ou les élus à tout niveau pour promouvoir leurs idées. L'auteur reconnaît d'ailleurs que le lobbying peut avoir du succès sur des campagnes bien focalisées, bien précises et locales pour par exemple empêcher la construction de tel ou tel édifice, mais pour des changements plus profonds, cette approche est bloquée par la logique du système qui ne va pas vouloir changer. Prenons l'exemple de l'évasion fiscale, il y a un travail de lobby pour influencer les lois, mais le résultat est quasi nul, parce que les intérêts opposés sont beaucoup plus puissants.
D'autre part, cette approche implique de faire des compromis, de respecter un calendrier législatif, des élections qui repoussent sans cesse la prise de décision au calendrier grec, et en attendant, rien ne change. D'ailleurs, dans la biographie de Martin Luther King écrite par Sylvie Laurent, elle nous explique comment les alliés de King lui demandaient de calmer le jeu, de ne pas être si vindicatif, pour ne pas s'aliéner les soutiens politiques qu'ils essayaient d'amadouer à Washington. Autrement dit, il ne fallait surtout pas faire de vagues pour contenter ses pseudo-alliés politiques. Or, ils auraient pu attendre longtemps, et King savait cela et ne respectait pas ces demandes car il était conscient de l'urgence de l'action. D'autre part, il est évident que les personnes qui sont proches des sphères du pouvoir ou qui souhaitent y accéder vont faire la promotion de la non-violence et vont condamner les actes violents parce qu'ils portent en eux les germes d'une révolution ou d'une remise en cause radicale des structures de pouvoir qui pourraient les menacer eux-mêmes. D'où les limites du lobbying qui ne permet que des changements limités. La troisième stratégie, c'est la construction d'alternatives. L'auteur écrit: l'idée est qu'en créant des institutions alternatives, nous pourrions prétendre à une société autonome et démontrer que le capitalisme et l'État sont des entités indésirables. S'il est actuellement de première importance de construire ces alternatives pour la création et le maintien dans le temps d'un mouvement révolutionnaire, ainsi que pour déblayer le terrain pour les bases des sociétés libérées qui viendront après la Révolution, il est tout à fait absurde de penser que le gouvernement va tranquillement s'asseoir et nous laisser construire les expérimentations sociales qui prouveront son obsolescence. Cela est très vrai surtout lorsque des problèmes comme le changement climatique ne vont pas faire de différence entre les groupes alternatifs et les autres et impacteront tout le monde. Donc la construction d'alternatives est absolument nécessaire pour créer des exemples, pour avoir des solutions, mais cela ne suffit pas. Cela ne va pas changer les politiques de fond, cela n'a pas d'influence sur les problématiques globales. D'autre part, les alternatives sont systématiquement combattues par le système. Nous sommes dans une société de contrôle, donc toute tentative de faire différemment sera attaquée. Des lois seront mises en place pour limiter ces initiatives. Par exemple, l'association Cocopelli qui vend des semences anciennes s'est pris un procès parce que leurs semences ne sont pas au catalogue officiel et ils ont perdu. Donc si vous voulez créer un jardin de permaculture, vous avez besoin de semences, mais le système vous condamne. Et ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres. La construction d'alternatives est donc une solution indispensable, mais le système ne peut pas être changé sans de vrais combats au niveau politique. Certes, il faut avouer qu'on ne peut pas tout faire. Construire des alternatives et engager un combat politique sont deux approches très exigeantes. Cependant, il ne faut pas nier la nécessité de changer le système en disant qu'il suffit de s'occuper de soi et de son jardin, de sa communauté, ce qui revient à décharger sur les autres la responsabilité de la lutte. Et surtout, il ne faut pas que les constructeurs d'alternatives limitent ou critiquent l'utilisation de la violence en se retranchant derrière le paradis de leur communauté. Paradis fragile puisque, comme nous l'avons dit, le changement climatique les impactera de toute façon. Enfin, après l'approche morale, le lobby et la création d'alternatives, venons-en à la quatrième stratégie, c'est la désobéissance. Une approche qui a été récemment utilisée par 3 ONG, Amis de la Terre, Greenpeace et ANV COP21, dans leur campagne qu'ils ont dénommée Contre la République des pollueurs. Alors les deux principaux défauts de cette approche sont tout d'abord qu'il est nécessaire d'avoir des mouvements d'ampleur pour réussir à bloquer des installations et à le faire avec de très nombreuses personnes et répéter régulièrement. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Et donc un mouvement de 2000 personnes à la défense, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, c'est pas mal, c'est déjà une sacrée performance, mais je pense que cela n'aura aucun impact. Il faudrait le faire tous les jours ou toutes les semaines pour que la tension monte et que ça devienne un vrai sujet. D'autre part, ce type de protestation, surtout quand elles sont ponctuelles, est très facile à gérer pour les forces de l'ordre. Comparé à une manif des Gilets jaunes, c'est pas la même chose. Et surtout, le gouvernement s'en sort à bon compte, car cela permet de montrer qu'il est possible de manifester et d'exprimer ses opinions. Le problème, c'est que le gouvernement s'en moque complètement et ne fait rien. Les manifestants ont le sentiment du travail accompli, ils sont tout contents, mais l'impact est nul. Pour pousser le gouvernement dans ses retranchements, il faudrait organiser ces campagnes plus régulièrement et à plus grande échelle, sinon cela n'aura aucun impact. L'auteur résume pour conclure. Les principaux types de stratégies non violentes se confrontent toutes à d'insurmontables impasses à long terme. La stratégie morale ne comprend pas la façon dont l'État maintient le contrôle. Dès lors, elle est aveugle aux obstacles posés par les médias et par les institutions culturelles et n'offre aucune contrepartie à la capacité qu'ont les minorités armées de contrôler des majorités désarmées. L'approche lobbyiste gaspille des ressources en essayant de faire pression sur le gouvernement pour que celui-ci agisse contre ses propres intérêts. Les stratégies centrées sur la construction d'alternatives ignorent la capacité de l'État de réprimer les projets radicaux et le talent qu'a le capitalisme pour absorber et corrompre les sociétés autonomes.
Les stratégies de désobéissance généralisée ouvrent la porte à la révolution, mais refusent ce mouvement populaire les tactiques nécessaires pour exproprier le contrôle direct de l'économie, redistribuer la santé et détruire l'appareil de répression de l'État. Alors l'auteur explique que ces techniques ne sont pas assez efficaces et qu'elles n'ont pas assez d'impact et qu'elles ne vont pas provoquer un vrai changement. Or, on pourrait lui rétorquer que les techniques d'utilisation de la violence ne comprennent pas qu'à terme, en fait, l'État a beaucoup plus de ressources pour dominer et écraser des mouvements violents, et donc que cette approche a aussi des limites. En fait, chaque approche a ses limites, il faut donc savoir toutes les utiliser, y compris les techniques qui peuvent utiliser la violence, car elles permettent de montrer la répression du gouvernement. L'arrestation du journaliste Gaspard Glanz est un très bon exemple. Il couvre des événements violents entre gilets jaunes et policiers, il montre la violence des forces de l'ordre, et il est ciblé par la police. Or, en arrêtant Glanz, le système a une fois de plus montré son caractère répressif, et dans ce cas, contre la liberté d'informer. Grâce à cela, Glanz est devenu connu et son média est soutenu. C'est donc contre-productif pour le système répressif. Maintenant que nous avons vu les limites un peu de toutes les différentes techniques, non violentes mais aussi violentes, terminons ce cycle sur une réflexion sur la pertinence de l'utilisation de la violence. On peut d'abord se demander quelles sont les personnes qui auraient intérêt à utiliser la violence comme technique de lutte. Et en général, on se rend compte que ce sont des personnes qui vivent dans des conditions très difficiles, ceux que le système a déjà presque écrasés et qui ne voient plus aucune solution que la violence, parce que toutes les autres n'ont donné aucun résultat. C'est le cas des gilets jaunes parce qu'ils se battent pour leur salaire de la fin du mois, c'est-à-dire pour une survie immédiate. Leur condition est beaucoup plus précaire, ils sont beaucoup plus menacés par le système que ne le sont les manifestants pour le climat. Et donc on voit bien que la question est celle de la menace directe. Si vous êtes écrasé, la violence apparaît alors comme une possibilité. Sinon le pouvoir ne vous écoutera pas. Les militants du climat ne sont pas menacés chaque jour, c'est pour cela qu'ils peuvent utiliser la non-violence. Le climat n'est pas une menace directe, alors en fait qu'elle devrait être perçue comme telle. D'ailleurs le problème du climat fait penser à cette histoire de la grenouille qui est dans de l'eau, dont la température augmente de plus en plus. La grenouille ne note pas de changement dramatique, donc elle reste dans l'eau, mais au bout d'un moment elle faiblit et elle meurt cuite. C'est l'image du changement climatique. En fin d'ouvrage, Gelderloos, l'auteur, essaie de définir la violence. Il écrit « S'efforcer de définir véritablement ce qu'est la violence conduit à deux choses. Soit la violence est littéralement définie comme quelque chose qui provoque de la souffrance ou de la peur, et elle ne peut être considérée comme immorale, puisqu'elle inclurait alors des activités naturelles telles que manger d'autres êtres vivants pour rester en vie. Ou alors, elle est définie avec une dimension morale attachée au résultat, auquel cas l'inaction ou l'inefficacité face à une plus grande violente doit aussi être considérée comme violent. Chacune des deux définitions exclut la non-violence. La première parce que la violence est inévitable et normale, et la seconde parce que la non-violence doit être considérée comme violente, si elle échoue à mettre fin à un système de violence. Et en effet, l'auteur continue de manière un peu provocante, et il dit que conduire une voiture, par exemple, est un acte violent. Il dit la pollution de l'air provoquée par les engins à combustion interne, le niveau de dégâts provoqué par la culture de la voiture et la façon dont les nations industrialisées se fournissent en pétrole révéleront les raisons pour lesquelles l'effet de conduire une voiture est violent. De la même manière, nos téléphones portables utilisent des minéraux, notamment du coltan, dont une certaine partie viennent de la République démocratique du Congo, où le contrôle des mines est la source de combat entre différents groupes armés depuis des décennies. Donc notre téléphone portable est source de violence. Il donne une citation de H.N. Ruins qui, dans un livre Against the Kampfmachine, écrit « Dire que les classes moyennes et supérieures sont aliénées par la violence est complètement faux. Elles soutiennent tout le temps la violence, qu'elle s'exprime à travers le cassage de grève, la brutalité policière, les prisons, la guerre, les punitions ou la peine capitale. Ce à quoi elles s'opposent vraiment, c'est à la violence qui vise à la déloger, elles et leurs privilèges. » Fin de la citation. Donc, nous devons accepter que nous sommes déjà dans une société violente, que bien évidemment, nous ne voulons pas voir, mais qui est pourtant bien présente. Pour l'auteur, les pacifistes qui rejettent la violence de certains manifestants sont dans une sorte d'hypocrisie, puisqu'au fond, ils acceptent le caractère répressif de l'État, ils acceptent la violence de l'État. L'auteur écrit encore « La contradiction qui traverse le pacifisme réside dans le fait que la révolution n'est jamais synonyme de sécurité, alors que pour la grande majorité de ses promoteurs et de ses pratiquants, le pacifisme a à voir avec le fait de rester en sécurité, de ne pas être blessé, de ne pas être rejeté par quiconque, de ne donner à personne une pilule amère à avaler. » Et d'ailleurs, il continue en citant un pacifiste respecté
qui s'appelle David Dellinger, qui a fait de la prison dans les années 60-70, mais avec des mouvements ou des approches pacifistes de désobéissance, et qui a écrit que les pacifistes ont tendance, je cite, à se ranger dans les périodes de conflit du côté du statu quo, ce qui, selon les propres mots de Dellinger, amène des révolutionnaires sérieux et des habitants découragés des ghettos urbains à conclure que la non-violence ne peut pas constituer une méthode adaptée à leurs besoins. C'est assez clair, non? Alors pourquoi les pacifistes se rangent-ils du côté du statu quo? Eh bien pour ne pas menacer leur position sociale qui est une position de privilégiés, puisque seuls ceux qui n'ont rien à perdre et donc qui ne sont pas privilégiés, seuls ceux-là vont se lancer dans un mouvement potentiellement violent, dans lequel leur sécurité peut être menacée. Et donc, selon cette phrase, les partisans du pacifisme se rangeront toujours du côté de l'État plutôt que du côté du manifestant qui utilise la violence. L'auteur écrit aussi qu'accepter le statu quo, c'est accepter une guerre de basse intensité qui cause entre 10 et 14 000 morts par an à cause du chômage, comme je l'expliquais. Et si on s'oppose à l'État et au système néolibéral, si on essaie de remettre en cause le statu quo, alors celui-ci nous fera la guerre, nous attaquera par différents moyens, comme par exemple la loi sur les casseurs ou encore la loi sur le secret des affaires, qui permettra de condamner des journalistes qui utilisent les informations des entreprises, etc. etc. L'auteur Peter Gelderloos continue donc en expliquant que la non-violence favorise les intérêts de l'État. Après tout, c'est logique. Un État cherchera toujours à canaliser les sources de perturbation, et la violence est bien plus perturbatrice. La non-violence ne représentera jamais un risque réel pour le pouvoir. Donc le système a intérêt à faire croire que la seule alternative possible est la non-violence, que les approches violentes sont à rejeter, et qu'il faut promouvoir les figures de pacifistes, béatifier un Pasteur King aseptisé contre le démoniaque Malcolm X. Il faut glorifier la figure pacificatrice de Mandela en omettant les raisons de son emprisonnement, à savoir la lutte armée. L'auteur écrit encore « Permettre la protestation non violente améliore l'image de l'État. Qu'ils le veuillent ou non, les dissidents non violents jouent le rôle de l'opposition loyale dans une performance qui dramatise la dissension et crée l'illusion que le gouvernement démocratique n'est ni élitiste ni autoritaire. » Fin de la citation. En effet, c'est un peu ce que je disais plus tôt. Lorsque vous pouvez faire de grandes manifestations en famille, avec les enfants, et que cela passe au journal télévisé, alors l'opération de propagande est double. D'une part, les organisateurs de la manif constatent leur succès, ils sont présents au journal télé, et d'autre part, le pouvoir peut se rassurer car les manifestations se sont déroulées dans le calme sans remettre en cause le système. Tout le monde peut se coucher avec le sentiment du devoir accompli, mais rien ne change. Or, on a bien compris que ces manifestations pacifistes n'ont aucun impact, donc il faut trouver une autre manière de défendre ces idées. Comme je le montrais dans l'épisode précédent, les manifestations qui utilisent la violence permettent de mettre en lumière le caractère répressif de l'État, alors que des manifestations pacifistes contribuent juste à faire croire à cette illusion du débat démocratique. Ces images de répression peuvent amener à un réveil de conscience, car la violence est visible, elle concerne nos amis, nos voisins, et pas un ours polaire sur sa banquise qui, malgré sa précarité, ne permet pas de créer un réveil citoyen. Dommage pour lui. L'auteur nous donne une piste en écrivant « Les opinions de la majorité sont conditionnées par l'État. Attendre la validation de la majorité revient à attendre la validation de l'État. Nous devrions plutôt travailler à l'escalade de la radicalité militante, à enseigner à travers des actions exemplaires à faire augmenter le niveau de radicalité acceptable. » Et pour conclure ces deux épisodes sur le livre de Gelderloos, je vous donne cette dernière citation. « Si un mouvement ne constitue pas une menace, il ne peut pas changer un système fondé sur la coercition et la violence centralisée. Dans le monde actuel, les gouvernements et les grandes entreprises détiennent le monopole quasi total du pouvoir, dont la violence est une dimension majeure. À moins que nous changions les relations de pouvoir, celles et ceux qui tirent aujourd'hui profit de la violence structurelle omniprésente, qui contrôlent les armées, les banques, les bureaucraties et les entreprises, continueront à exercer le pouvoir. On ne peut pas persuader l'élite en faisant appel à sa conscience. » Fin de la citation. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ces deux épisodes sur le livre « Comment la non-violence protège l'État » et sur ce débat violence contre non-violence. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'espère que ce débat vous a enrichi. Vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube Homo Ethicus où vous pourrez retrouver cet épisode. Dans la description de la vidéo, vous trouverez les références du livre de Peter Gelderloos en version PDF mais aussi publié aux éditions libres. Et surtout pour acheter vos livres, soutenez vos libraires locaux plutôt que de commander sur Amazon. Et si vous voulez me soutenir, ce serait génial si vous le faites. Je vous encourage à vous inscrire au podcast et à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez, de préférence en mettant le plus d'étoiles possible. Ça permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et de trouver de plus en plus d'auditeurs. Et surtout,
n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo Eticus. Et comme disait l'autre, Banzai!